Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Alain Piette, je suis ergonome européen et on va passer un peu de temps à vous présenter la stratégie SOBAN de gestion des risques avec ses méthodes participatives. Alors, pour me présenter brièvement, j'ai travaillé pendant 20 ans à l'Université catholique de Louvain, là où est née la stratégie SOBAN, et depuis 2007, j'ai rejoint le SPF Emploi, notamment pour continuer à diffuser cette stratégie SOBAN et à continuer à développer les méthodes SOBAN. Sur le site www.soban.be, vous allez retrouver tous les outils, toutes les méthodes, tous les documents qui ont été développés grâce au soutien financier des autorités fédérales et notamment du SPF Emploi. Alors, tous les documents qui ont été développés sont traduits en néerlandais. Donc, sur le site soban.be, vous allez retrouver les documents aussi bien en français qu'en néerlandais. L'idée de la stratégie SOBAN vient principalement du professeur Jacques Malcher, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans à l'UCL. Et donc, on a constitué une équipe de recherche, notamment avec des collègues néerlandophones de IDEWE et d'autres services externes de prévention et protection au travail, de manière à pouvoir, à l'époque, dans les débuts des années 2000, valider toutes les méthodes qui ont été développées et voir justement retirer des enseignements de l'utilisation de ces méthodes sur le terrain. Donc, voici le schéma de ma présentation. Tout d'abord, je vais vous expliquer un peu les principes de base. Qu'est-ce qui nous a poussé à développer cette stratégie SOBAN? Vous verrez qu'on regarde ces principes de base, on va finalement discuter de c'est quoi une analyse des risques et quel est l'objectif d'une analyse des risques. Ensuite, je présenterai la stratégie SOBAN, où trouver les outils, quels sont les outils développés. Ensuite, où les trouver, ces outils, donc le site soban.be, et également comment nous essayons de diffuser ces outils sur le terrain. Les principes à la base de SOBAN sont au nombre de 8 qui sont importants à comprendre. En effet, on donne tous les outils gratuitement, même en version éditable. Et donc, on se rend compte que parfois, les gens utilisent l'outil différemment de ce qu'on a voulu faire dans la stratégie SOBAN. Donc, c'est vraiment important de passer un peu de temps à prendre ces principes un par un, d'accord, et de les expliquer. C'est ce qu'on va faire dans les dias qui viennent. L'analyse des risques est la base de la réglementation bien-être au travail. C'est la base de la loi de 1996, et cette loi de 1996 découle de la directive cadre de 89. Donc ici, je ne vais pas faire un long cours sur la réglementation, mais juste reprendre sur cette dia les grands principes. L'objectif principal de cette directive cadre, donc de la loi du bien-être, c'est de préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. C'est une première difficulté de la loi du bien-être, qui est très peu connue ou souvent mal connue dans les entreprises, c'est qu'il faut une approche globale de tous les risques professionnels, en mettant en œuvre des principes généraux de prévention que la plupart des conseillers de prévention ont déjà vus dans leurs cours. Et donc, ce qui est important à retenir, que l'objectif, c'est bien naturellement la prévention des risques professionnels. Donc, bien sûr, à défaut de prévention, ou en attendant de mettre une prévention efficace, on doit faire une surveillance de la santé, on doit mettre des protections individuelles et collectives en place, mais l'accent est bien mis sur la prévention des risques professionnels. Et début des années 2000, nous nous sommes rendus compte que la plupart des méthodes d'analyse des risques qui étaient utilisées dans l'entreprise étaient plutôt des méthodes de quantification des risques. Le but était de mettre un chiffre sur un risque et peut-être qu'on perdait un petit peu, comment dire, l'objectif principal de trouver des solutions aux problèmes. C'est ce qu'on a voulu faire. Donc, un des premiers principes de SOBAN, c'est vraiment d'aider les entreprises à réfléchir à leurs problèmes pour trouver des solutions à leurs problèmes. Deuxième principe de SOBAN, c'est qui est concerné par cette prévention des risques professionnels. En fait, tout le monde est concerné, tous les acteurs de l'entreprise sont concernés par cette prévention. En commençant par les travailleurs eux-mêmes, leurs managers, le N+1, le N+2, donc la hiérarchique, les conseillers de prévention internes ou les conseillers de prévention externes, comme les hygiénistes, les ergonomes, les psychologues. Bref, tout le monde est concerné. Alors très souvent, la connaissance qu'ont ces différents acteurs en matière de santé et de sécurité au travail est relativement faible au niveau du terrain. Et plus on avance, plus on fait appel à des spécialistes, des experts, et puis plus leur connaissance en santé et en sécurité est importante. Donc on peut représenter leur connaissance en matière de prévention, en matière de connaissance plus des disciplines de santé et sécurité au travail, par le triangle rouge suivant. Par contre, ce qu'on oublie toujours lorsqu'on fait de la prévention, c'est la connaissance du travail, la connaissance que possèdent les gens du terrain. Et naturellement, si on représente cette connaissance de la situation de travail, ben, qui connaît le mieux son travail que le travailleur lui-même? Et ensuite le manager. Et souvent, les spécialistes qui sont appelés et qui viennent de l'extérieur de l'entreprise connaissent
l'activité réelle du travail. Or, pour une prévention efficace et trouver des solutions pratiques et efficaces et durables dans l'entreprise, il faut que ces deux types de connaissances puissent collaborer. Donc, il faut que ces différentes personnes, différents acteurs puissent collaborer pour trouver des solutions et aider l'entreprise à faire face à ces risques professionnels. On verra cette diapositive plus tard quand on va expliquer de SOBAN, mais c'est important aussi de dire que la prévention, ce n'est pas uniquement un spécialiste qui vient de l'extérieur aider l'entreprise ou trouver des solutions à la place de l'entreprise. L'objectif principal de la prévention est donc bien de maintenir ou d'améliorer le bien-être du travailleur, autrement dit sa santé et sa sécurité au travail. Alors ça paraît évident, naturellement, qu'aucune action ne peut être pertinente sans la connaissance que ce travailleur détient de sa situation de travail. Et donc dans SOBAN, on a voulu placer le travailleur comme l'acteur principal de sa prévention et de la prévention de ses collègues, et non pas seulement comme l'objet de la prévention. Autrement dit, le mot caché derrière cette dia avec le principe numéro 3, c'est bien le mot participatif. La plupart, si pas toutes les méthodes de la stratégie SOBAN ont été conçues pour être utilisées en réunion de travail, en groupe de travail, de manière participative, avec les acteurs du terrain qui connaissent très bien cette situation de travail. Et donc, c'est vraiment une participation qui est totale, dans le sens que on souhaite le faire participer à réfléchir aux problèmes qu'il rencontre sur le terrain, à réfléchir aux solutions possibles, et aussi à participer naturellement à mettre en place ces solutions sur le terrain. Parfois, on me dit, lorsqu'on a interrogé un travailleur pour un questionnaire, par un long questionnaire, on me dit il a participé. Pour moi, on l'a juste consulté. Il est juste intervenu un petit moment pendant l'enquête, mais il n'a pas une participation complète et totale. Alors, le côté participatif de SOBAN, c'est la principale difficulté de la stratégie SOBAN. C'est pas tellement dans la lecture des outils, des méthodes que vous allez rencontrer des difficultés à comprendre ce qu'on a voulu faire, mais c'est vraiment à mettre en œuvre cette méthode participative. Mais c'est aussi le principal avantage de la stratégie SOBAN, c'est qu'on a une prévention efficace grâce à cette participation du terrain. J'ai l'impression que les acteurs de l'entreprise et les travailleurs souvent se font assister en matière de santé et de sécurité au travail en faisant appel à tout bout de champ au conseil de prévention interne. Alors ici, dans mon principe 4 de SOBAN, on veut insister sur l'information, sur la formation des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail. Je donne cette formation SOBAN depuis pas mal d'années et j'ai posé des milliers de fois la même question à des gens devant moi. Et posez-vous la question, qui parmi vous a entendu parler de du bien-être? Vous êtes surtout sortis de l'école, de secondaire, du supérieur, avec un bachelier, avec un master, et donc qui vous a parlé de la loi du bien-être? Et très souvent, la réponse que je reçois, c'est qu'il y a très très peu de personnes, 1 sur 20 par exemple, en moyenne, qui me répondent qu'ils ont entendu parler de la loi du bien-être. Donc je pense que si l'analyse des risques est très peu faite dans les entreprises en Belgique, surtout dans les petites et les moyennes entreprises, c'est pas parce que les employeurs ou les responsables d'associations ne sont pas sensibilisés à la prévention ou à la santé et sécurité de leurs travailleurs, c'est souvent par méconnaissance de la réglementation, par méconnaissance des risques professionnels et de la prévention. Donc ici, ce qu'on veut faire avec SOBAN, le côté participatif, a un intérêt, un double intérêt. Donc au départ, on a les problèmes du terrain qui remontent autour de la table et on peut essayer de trouver des solutions pratiques, pragmatiques et efficaces par rapport aux problèmes réels rencontrés sur le terrain. Mais on s'est rendu compte que via les réunions, il y a un message qui passe vers les travailleurs et on peut les sensibiliser à des risques qui sont peut-être moins visibles, comme les risques incendie par exemple, ou les risques d'exposition à de l'amiante, ou sont des risques qui ne se sentent pas, qui ne se voient pas, et pour lesquels il faut une certaine formation pour pouvoir s'en occuper. Et donc, c'est pas le premier jour, c'est pas en une fois, c'est pas en une réunion qu'on va y arriver, mais en répétant régulièrement des réunions participatives, on veut augmenter, plus sensibiliser et plus informer les travailleurs sur les risques professionnels. Et donc, ce qu'on veut arriver à faire, c'est un petit peu comme le slogan des îles de paix, c'est donner un poisson un jour à une personne, il mangera un jour, apprenez-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Ben, on essaye de prendre le même principe ici en essayant, pour ce côté participatif, d'impliquer plus en plus les acteurs du terrain. Le point suivant est un point très important.
En fait, si on regarde un tout petit peu, si on se met à la place d'un travailleur, il est possible que dans une grosse entreprise, un travailleur a vu passer parfois un médecin du travail qui est venu faire un inventaire des produits chimiques dangereux, par exemple, un ergonome qui est venu vérifier sa position au travail, un ingénieur sécurité qui est venu mesurer les vibrations, par exemple, hein, ou faire des conseils en matière de sécurité. Il a peut-être été interrogé par un questionnaire sur son stress au travail. Et finalement, quand on se met à la place du travailleur, il a vu passer des gens à différents moments, hein, au cours d'un an, 2 ans, à X mois d'intervalle, qui sont venus s'occuper de sa santé et de sa sécurité. Et souvent, les gens qui interviennent ne savent pas qu'il y a un autre patient qui est venu avant ou qui va venir après pour s'occuper d'un autre problème. Alors oui, le travailleur, lui, quand il travaille, son activité de travail, il n'est pas exposé une fois à du stress au travail, une fois à des problèmes de bruit, une fois à des problèmes de vibration, une fois à des problèmes avec ces produits chimiques dangereux. En fait, il est exposé, donc il a une activité de travail, il est exposé à tous ces risques en même temps. Et on sait qu'il y a des liens évidents entre tous ces risques professionnels, entre tous ces dangers. Donc c'est important vraiment de prendre en considération l'ensemble des problèmes, hein. Par exemple, on sait que le bruit va influencer les relations de travail. Si vous travaillez dans un open space, souvent la première gêne qui est citée par les travailleurs, c'est le bruit. Ce ne sont pas des bruits qui vont rendre sourds les travailleurs, c'est des bruits qui vont créer de l'inconfort, qui vont empêcher de se concentrer, qui vont énerver, qui vont créer des problèmes de confidentialité, et ainsi de suite. Donc le bruit va influencer plutôt les relations de travail, plutôt influencer les risques psychosociaux. Quand on regarde les principaux problèmes que rencontrent les entreprises à l'heure actuelle, et qui ont un coût pour les travailleurs, mais qui ont un coût économique important pour les entreprises, c'est d'une part les troubles musculo-squelettiques, donc les maux de dos, les tendinites, les canaux carpiens, et d'autre part les risques psychosociaux. Et si on regarde les facteurs qui sont à l'origine de ces deux gros problèmes, si on regarde les troubles musculo-squelettiques, forcément c'est le poids de la charge, mais c'est la position avec laquelle on va porter la charge, c'est le déplacement avec la charge, c'est la répétition de ces manutentions de charge, c'est aussi rester statique, assis ou debout pendant de longues heures à son poste de travail, c'est conduire un camion, un pont roulant, un chariot élévateur qui vont générer des vibrations qui vont aussi aggraver le problème au niveau du dos. Donc autrement dit, il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir, qui vont être à l'origine de ces troubles musculo-squelettiques. Pareil pour les risques psychosociaux, on peut répertorier, des scientifiques ont répertorié 80, 90, 100, 120 facteurs psychosociaux qui vont s'influencer l'un l'autre d'ailleurs et qui peuvent être responsables de risques psychosociaux. Dans la réglementation bien au travail, depuis 2014, on a essayé de les regrouper en 5 grandes catégories. Hein, ça, vous verrez ça dans un autre cours sur les risques psychosociaux. Mais on sait qu'il y a des rapports évidents entre tous ces facteurs psychosociaux. Et on sait par exemple que les risques psychosociaux vont aussi influencer la survenue de troubles musculo-squelettiques. Et donc, si on ne tient pas compte de la globalité des risques pour une situation de travail, on risque d'avoir deux gros problèmes ou deux erreurs possibles pour le conseil de prévention. C'est d'une part, la première chose, c'est que voilà, on prend une situation de travail. Souvent, il y a un problème qui est cité au comité de prévention et de protection au travail. Et alors, on a un problème de bruit qui arrive et on se fonce sur le problème de bruit. On ne regarde pas le contexte, on ne regarde pas les autres risques professionnels et on va trouver une solution par rapport à ce problème de bruit. Mais on ne se rend pas compte qu'en mettant en œuvre cette solution, on a créé d'autres risques ou on a amplifié d'autres risques potentiels. Hein. Par exemple, un exemple, si vous prenez des gens qui travaillent sur des voies de chemin de fer, ce sont des gens qui utilisent des machines très bruyantes, qui deviennent sourds. Et naturellement, il faut les protéger contre ce risque de surdité, mais voilà, il y a encore quelques années, 5-6 ans, il y a 2 personnes qui se sont fait écraser par un train. D'accord? Donc le problème de sécurité ne veut pas être ignoré quand on parle du problème d'acoustique et vice-versa. Il faut vraiment qu'on tienne compte de l'ensemble des facteurs par rapport à ça. Ou bien, vous avez plus de chance, vous avez trouvé une solution qui a permis de réduire le bruit, enfin qui a permis de réduire le problème, et qui n'a pas aggravé d'autres problèmes. Mais la solution que vous avez préconisée n'est pas mise en œuvre. Et là, si je prends un exemple concret, vous prenez quelqu'un qui travaille dans un atelier de mécanique, il est en train de meuler, donc son travail c'est de meuler toute la journée des pièces de métal, et les autres travailleurs font beaucoup moins de bruit puisqu'ils n'utilisent pas des machines vibrantes.
Et bien comme conseiller prévention, on aurait tendance à dire, mais cette personne-là, on va l'isoler dans un coin du local en construisant 2 murs en matériaux absorbants et isolants, donc des panneaux sandwich, de manière à protéger le reste de l'atelier du bruit généré par ce travailleur-là. Pour lui, on va lui mettre des bouchons moulés sur les oreilles, comme ça, comme il est près de la meuleuse, il est protégé par rapport, au bruit qu'il génère. Et on dit on a trouvé la solution parfaite, on a réglé le problème. On passe 2, 3 semaines après, et on se rend compte que le travailleur, il travaille avec la porte ouverte. Autrement dit, les quelques milliers d'euros qu'on a dépensés pour construire ce petit local ne servent strictement à rien, tout le bruit passe par la porte. Alors on est dans le conflit, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? On fait ça pour lui, pour ses collègues, et on est un peu dans le conflit avec le travailleur. Alors si on parle avec lui, vous avez compris qu'il aurait fallu parler avec lui avant, naturellement, d'envisager la solution, eh bien il va vous dire quoi? Mais il va dire, mais écoutez, quand j'arrive dans mon petit local de travail, je dois porter des pièces, j'ouvre la porte, donc je dois poser les pièces, ouvrir la porte, rentrer, déposer les pièces, fermer la porte. Et je dois faire ça toutes les demi-heures. Autrement dit, il va faire ça 1 heure ou 2, puis il va laisser la porte ouverte parce que, voilà, on n'a pas réfléchi comment a été organisée l'activité de travail, comment a été organisé le poste de travail, autrement dit, comment au mieux gérer les autres problèmes engendrés par cette nouvelle situation. Ou bien il va vous dire, travailler dans mon petit local, mais il y a trop de poussière, on n'a pas pensé à la ventilation. Ou bien on n'a pas pensé au problème de chaleur, il fait froid ou il fait trop chaud dans son local. Ou bien tout simplement il va vous dire, le travailleur, ben, faire du bruit, ça fait partie du métier de chaudronnier, du meuleur. Et donc ça, je peux accepter, mais travailler tout seul pendant 8 heures sans voir mes collègues, ça ne va pas. Et donc il va laisser la porte ouverte pour d'autres raisons. Alors vous avez compris qu'il aurait fallu parler avec lui avant, naturellement, la solution, et on aurait pu trouver une solution qui contente tout le monde. Donc, voilà, parfois, il y a des solutions que l'on met en place et qui ne sont pas du tout utilisées, donc on a gaspillé de l'argent par rapport à ça, et donc il vaut vraiment mieux avoir cette approche globale de tous les risques. Donc tout est dans tout, et donc pour la prévention, il faut également commencer l'analyse des risques par une approche globale de l'ensemble des risques professionnels. Donc si vous êtes face à un problème, soit en CPPT, en comité de prévention, soit une autre demande, pensez toujours bien à essayer autant que possible à remettre ce problème dans son contexte général. Naturellement, si l'analyse des risques globale a été faite dans l'entreprise, il faut aller la rechercher, la lire et regarder quel est le rapport peut avoir ce problème et les solutions possibles, si elle peut engendrer d'autres problèmes dans ce contexte de l'ensemble des risques professionnels qui ont été étudiés. Ce graphique nous renvoie à la définition du risque. Le risque, comme vous le savez, c'est la probabilité d'avoir un dommage d'une certaine gravité, compte tenu de l'exposition à un danger, en présence de facteurs de risque qui peuvent augmenter, au contraire, réduire la probabilité qu'un événement néfaste survienne. Donc sur le graphique, vous voyez qu'on a représenté en ordonnée les faits, donc les dommages suite à l'exposition à ce danger, et on a représenté en abscisse l'exposition par rapport à ça. Et la plupart des gens, naturellement, ont une vision très légaliste du risque. Autrement dit, dans la réglementation, il y a une valeur limite qui est indiquée. Et en dessous de la valeur limite, on pense que le risque il est négligeable, qu'il est nul. Et par contre, quand on dépasse la valeur limite, on pense que le risque il est maximum, autrement dit que l'effet va être maximum. Autrement dit, si je prends un exemple avec le bruit, à partir de 85 dBA, on doit porter des protections auditives. Les travailleurs doivent porter des protections auditives individuelles. Et bien, vous allez voir qu'à 84,9 dBA, ils ne vont pas les porter. Et à 85,1 dBA, donc juste au-dessus de la valeur limite, ils les porteront. Or, le risque de surdité, naturellement, entre 84,9 et 85,1 est strictement le même. Donc, l'évolution du dommage en fonction de l'exposition n'est pas une évolution en tout ou rien, c'est une évolution plutôt exponentielle comme ceci. On voit très bien que le risque en dessous ou au-dessus de la valeur limite est pratiquement le même et que, naturellement, plus l'exposition va augmenter à danger, plus le risque d'avoir des dommages va augmenter de manière exponentielle. Alors c'est vraiment cette courbe-là qu'il faut avoir en tête quand on parle de Soban, naturellement. Et je vais vous expliquer par quelques exemples l'importance d'avoir cette vision préventive dans la prévention. Si vous regardez, bon, très souvent les gens
comment dire, se plaignent qu'il y a trop de textes de loi en matière de bien-être au travail. Mais quand on modifie un texte de loi au SPF Emploi, je me rends compte que les gens s'occupent de la prévention. On a créé le Code du bien-être il y a 2 ans, et on se rend compte qu'on a fait des journées où présenter le Code du bien-être, qui est simplement des copier-coller d'arrêtés royaux dans un autre document, Code du bien-être, et bien toutes les sessions étaient remplies, étaient pleines. Donc, si la seule motivation dans les entreprises, c'est d'être en ordre avec la réglementation, autrement dit, c'est de respecter la loi et de suivre la loi, eh bien, à qui la faute s'il y a trop de textes de loi? On devrait augmenter, on devrait changer la loi tous les jours, finalement, si c'est le seul moteur de la prévention. C'est un simple exemple. Un autre exemple, si on prend, par exemple, comme exposition à la vitesse sur l'autoroute, on a mis 120 km/h comme valeur limite sur les autoroutes. Eh bien, pour beaucoup de gens, en dessous de 120 km/h, jusqu'à 119,9 km/h, tout va bien, aucun risque d'accident. Et quand on commence à dépasser 120 km/h, c'est là qu'on commence à réfléchir. C'est vrai qu'il pleut, c'est vrai que je suis fatigué, c'est vrai qu'il y a du trafic, et on commence à penser aux différentes causes possibles d'un accident. Et donc, c'est vraiment au-delà de la valeur limite que les gens commencent à faire vraiment ce principe de prévention, alors que peut-être les circonstances routières feraient qu'en dessous de 120 km/h, on devrait déjà commencer à prendre ces précautions en matière de circulation. Autre exemple, avec les trous musculo-squelettiques, très souvent on me demande pourquoi dans la réglementation il n'y a pas une valeur limite pour porter des cherches, intentionner des cherches, comme 25 kg par exemple, comme l'indiquent certaines normes. En fait, comme l'apparition de maux de dos dépend de différents facteurs, de nombreux facteurs, dont la cherche, si on imposait uniquement comme valeur limite le poids d'une cherche dans la réglementation, donc 25 kg, eh bien, je suis certain que les travailleurs porteraient toutes les charges jusqu'à 24,99 kg, et que ce n'est qu'à partir de 25 kg qu'on commencerait à réfléchir aux autres facteurs, comme la posture, par exemple, la répétition, ou d'autres facteurs de risque. Et donc, dans cet exemple, on voit qu'il est très compliqué de mettre une valeur limite qui tient compte d'un ensemble de facteurs de risque, tels les facteurs de risque qui sont responsables des maux de dos, par exemple. Il y en a de même pour les risques psychosociaux. Jamais on ne trouvera une valeur limite pour les risques psychosociaux. Il y a tellement de facteurs qui interviennent, et puis comment chiffrer des mauvaises relations de travail, comment chiffrer une mauvaise organisation de travail, c'est très compliqué. Et donc, les valeurs limites de la réglementation, c'est souvent des valeurs limites qui ont été mises pour des agents physiques ou des agents chimiques, par exemple. Et pour tout ce qui est TMS et RPS, c'est vraiment très compliqué de mettre une valeur limite. Alors, tout le monde est embêté, naturellement, parce que aussi bien l'inspection du travail, aussi bien les conseils de prévention, aussi bien que l'employeur, ça veut dire quoi maintenant être en ordre avec la loi, puisqu'on n'a pas une valeur limite de référence pour pouvoir faire ça. Et donc, il faut vraiment repenser autrement la prévention, et c'est vraiment cette courbe en bleu, cette vision préventive qu'il est important d'avoir. Si on arrive à réduire l'exposition autant que possible, eh bien, on va réduire de manière importante les dommages suite à l'exposition à ces dangers. Un autre exemple qui est souvent passé sous silence, par exemple pour les vibrations, on a mis des valeurs limites dans une directive européenne, dans un texte de loi dans les années 2005, si je ne me trompe pas, et en 2005 on met des valeurs limites. Donc, vous savez qu'en Belgique, il y a peut-être 3-4 personnes qui sont capables de mesurer cette exposition aux vibrations. Donc on a une valeur limite, tout le monde est content avec ces valeurs limites-là, mais en pratique, sur le terrain, elles sont peu opérationnelles parce que mesurer les vibrations, ça coûte cher, ça demande une certaine expertise, et qu'elle est très souvent peu présente dans les entreprises. En disant qu'il faut avoir cette vision préventive dans l'analyse des risques, je n'ai jamais voulu dire qu'il ne fallait pas respecter les valeurs limites, ni les valeurs légales, mais l'objectif principal, c'est bien d'arriver à une situation de travail optimale, donc un état de travail optimal, aussi bien qui préserve donc aussi bien la santé et la sécurité des travailleurs, mais également qui permet de préserver la santé technique et économique de l'entreprise. Très souvent, on oppose les deux. Si j'investis dans la prévention, je vais avoir des coûts économiques, mais non. La plupart des études internationales et nationales ont montré ou démontrent que investir dans la santé et la sécurité au travail rapporte de l'argent aussi aux entreprises. Beaucoup de personnes dans les entreprises, lorsqu'ils sont face à un problème, ils veulent d'abord le quantifier, le problème. Ils veulent mesurer. Prenons l'exemple d'un problème lié au bruit.
bien, quand on passe dans le comité de prévention et protection au travail, tout le monde, aussi bien les représentants des travailleurs que la hiérarchique, souhaite avoir le chiffre, quel est le niveau sonore d'exposition. Et si on n'a pas ce chiffre, on ne va pas commencer. Alors, si ce chiffre est si important, si c'est le chiffre qui va déterminer si oui ou non on fait de la prévention ou pas, il faut un peu s'attarder, notamment sur ces mesurages des risques. Naturellement, quand on va mesurer quelque chose, c'est souvent l'exposition qu'on va mesurer. Par exemple, dans cet exemple-ci, on voit qu'on a un rapport où il est indiqué que le travailleur est exposé à un niveau de bruit de 92 dB. Et il faut se poser des questions, parce que si c'est vraiment ce chiffre qui va décider, oui ou non, on met en place des actions de prévention, eh bien, il faut savoir si la personne qui est venue mesurer est venue le bon jour. Est-ce que toutes les machines fonctionnaient le jour où il est venu? Est-ce qu'il a mesuré près ou loin des machines, en sachant très bien que ce qui nous intéresse, c'est le bruit au niveau de l'oreille du travailleur? Combien de temps a-t-il mesuré? La valeur limite de la réglementation, auquel on va vouloir comparer les valeurs mesurées, c'est une valeur limite sur 8 heures au travail. Donc, si on a mesuré 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut que cette durée soit représentative de l'exposition réelle du travailleur. Et dans quelles conditions de travail réellement ont été faits ces mesurages. Donc, autrement dit, lorsqu'on a un chiffre, il est important de s'interroger sur la représentativité de ce chiffre. Si maintenant on veut mesurer l'exposition aux facteurs biomécaniques qui vont entraîner les troubles musculo-squelettiques, mais si on regarde par exemple ici l'exemple des épaules, eh bien on a filmé les travailleurs pendant plusieurs cycles de travail et on a fait une centaine d'arrêts sur image. Et à chaque arrêt sur image, on a regardé la position du bras et de l'épaule en sachant, et on a codé cette position par 1, 2, 3 ou 4. Alors, je vous ai mis la dia pour l'épaule, on a la même dia pour le coude, pour le poignet, pour le dos, pour les genoux, pour les chevilles. Ça prend des heures, des jours et des jours pour pouvoir évaluer l'exposition aux facteurs biomécaniques. Alors, j'ai pas de dia, mais pour les risques psychosociaux, c'est la même chose. Si vous lancez une enquête sur les risques psychosociaux d'une entreprise de 1000 travailleurs, eh bien, avant d'avoir les résultats, ça va prendre des mois, si pas 1 an ou 2 ans, avant d'avoir des résultats sur les facteurs de risque, sur l'exposition de vos travailleurs aux facteurs de risque. Alors, autre exemple maintenant, si vous êtes dans votre entreprise et qu'il y a un trou qui s'est formé dans le sol, je pense qu'il n'y a personne qui va aller chercher un mètre pour mesurer la profondeur du trou. Allez voir dans le code du bien-être les valeurs limites de profondeur de trou, 10 cm par exemple, et dire, comme je dépasse cette valeur limite, je vais reboucher le trou. D'abord, on n'allait pas voir dans le code du bien-être, il n'y a pas de valeur limite de trou dans le code du bien-être. Et deuxièmement, je crois qu'en bon père de famille, tout le monde va se dire, mais c'est dangereux ce trou, et sans aucun mesurage, on va venir reboucher le trou. Et éventuellement, si on veut savoir combien de sacs de ciment il faut pour reboucher le trou, on va faire des mesurages, on va faire certains mesurages. Et bien donc, quand on peut mesurer, les gens aiment bien le mesurer. J'ai mesuré pendant une vingtaine d'années des vibrations sur différents types d'engins roulants. Lorsque je mesurais des vibrations sur chaud élévateur, très souvent, la première cause de ces vibrations était l'état du chemin de roulement, l'état des routes, des trous dans les routes. Hein. Et donc, là, on me demandait d'évaluer les vibrations sur des engins qui souvent n'étaient pas en ordre, qui n'étaient pas bien réglés, avec des sièges anti-vibration qui n'étaient pas réglés. Quand j'arrivais dans l'entreprise pour mesurer les vibrations, on me demandait quel engin je voulais utiliser et on me demandait sur quel type de route ou ce que devait faire l'engin pour les mesurages. Ce qui veut dire que toutes ces questions, ça voulait dire que personne en interne n'a vraiment réfléchi à la demande des vibrations. On a demandé à un expert de venir mesurer les vibrations et on le met devant le fait accompli. Et donc, forcément, il va mesurer ce qu'il mesure ce jour-là, dans la machine dans l'état où elle est. Et c'est après, quand on aura le rapport, c'est après, comme dans les résultats, que les personnes qui ont demandé les mesurages vont commencer seulement à réfléchir par rapport à leur demande. Donc, dans la stratégie SOBAN, on ne commence pas les interventions par des mesurages. Alors, moi qui étais ingénieur, qui ai mesuré pendant de longues années beaucoup de problèmes de bruit, de vibrations ou autres, je sais que c'est important les mesurages, mais pour la recherche scientifique. Hein, lorsqu'on veut faire des relations de cause à effet, il faut pouvoir faire des mesurages des causes et des effets.
Mais vous, dans les entreprises, vous n'avez pas besoin de reprouver que porter une charge donne mal au dos, par exemple. Vous avez besoin de méthodes qui vous expliquent, qui vous aident à trouver des solutions pour moins souvent porter la charge, par exemple, pour réduire le poids de la charge, et ainsi de suite, donc pour réduire les causes de ces problèmes. Naturellement, si au niveau du fonds des maladies professionnelles qui s'appelle maintenant FEDRIS, on doit introduire un dossier pour indemniser une maladie professionnelle, là, il faut prouver la cause professionnelle et il faut parfois faire des mesurages. Alors, approfondir un point particulier, si je reprends l'exemple des vibrations, ben, lorsque le chariot élévateur est en bon état, lorsque le siège est réglé correctement en fonction du poids du travailleur, lorsque on a comment dire, réparé le chemin de roulement, rebouché tous les petits trous, lorsqu'on a mis des plaques en métal sur les rigoles, par exemple, ou bien sur les petits ascenseurs qui permettent à un chariot élévateur de rentrer dans un camion pour pas qu'il y ait des chocs, qui soient bien réglés, tout ça, eh bien, est-ce que le siège est efficace à réduire les vibrations? Alors là, oui. Naturellement, des mesurages peuvent être utiles pour pouvoir déterminer s'il faut changer ou pas de siège, parce que ça, c'est pas évident à déterminer ainsi. Mais il y a plein de mesures qu'on peut faire avant d'arriver à ce point particulier. Et enfin, et ça c'est le paradis sur Terre, j'ai envie de dire, c'est comparer avant-après. On mesure 92 dBA avant, on fait de la prévention et on mesure peut-être 80-85 dBA après. Tout le monde va être content, aussi bien l'employeur que le conseil de prévention que les travailleurs. Mais très souvent, ça prend énormément de temps de mesurer avant l'exposition à ces dangers, ce qui fait qu'on a souvent beaucoup moins de moyens ou très peu de temps ou très peu de moyens pour trouver des solutions et on ne mesurera jamais après. Dans la stratégie SOMAN, on est véritablement ici. On ne sait pas d'où on vient, parce qu'on ne fera pas de mesurage, on ne sait pas où on va, mais on y va quelque part. Donc on s'intéresse vraiment à trouver directement des solutions pour améliorer les conditions de travail et donc réduire les risques professionnels. Je me répète un peu ici, mais voilà, c'est vraiment un principe de SOBAN. On ne commencera pas les premiers outils, méthodes de stratégie SOBAN, les premiers niveaux d'intervention de SOBAN, et je vais l'expliquer dans un instant. On ne commencera pas par des appareils de mesurage, car c'est cher, c'est long, c'est difficile, c'est pas représentatif au départ, et en même temps, ça demande beaucoup de spécialistes et de matériel que souvent, par exemple, les petites et moyennes entreprises ne possèdent. Alors, dernier principe de SOBAN. Alors, la dia qui est sous vos yeux date d'il y a quand même pas mal d'années, donc elle n'est plus vraiment d'actualité, mais c'était seulement vous indiquer qu'il y a beaucoup de travailleurs qui travaillent dans des petites structures, dans des petites et moyennes entreprises. Et vous savez très bien que pour les travailleurs des entreprises de moins de 20 travailleurs, c'est l'employeur lui-même qui joue le rôle de conseiller de prévention sans aucune formation comme conseiller de prévention. Donc voilà. Donc il y a peu d'expertise et peu de connaissances en matière de santé et sécurité au travail, et pourtant la loi s'applique également à ces petites et moyennes entreprises, et cette prévention aussi. Donc un des objectifs aussi de SOBAN était de développer des méthodes qui soient applicables non seulement dans les grosses entreprises, mais aussi dans les petites et moyennes entreprises. C'est pour ça que vous trouverez des outils sectoriels, et je vais expliquer ça dans un instant, pour les boulangers, pour les bouchers, pour les garages, pour les salons de coiffure, donc vraiment des petites structures qui peuvent ainsi se prendre en charge et commencer à réfléchir à leurs problèmes. Alors ça reste compliqué d'aller dans les PME, hein, si depuis 15-20 ans, SOBAN est devenu la référence en matière de santé, en matière d'analyse des risques et en matière de méthodes de prévention. C'est surtout qu'elle s'est utilisée dans les grosses boîtes, parce qu'une grosse boîte, finalement, une grosse entreprise, c'est un ensemble de petites unités, de petits services. Et finalement, il faut aussi faire passer la prévention au sein de chaque unité, mais ça reste compliqué, même en 2020, ça reste compliqué de pouvoir aller dans les salons de coiffure, dans les boulangeries, dans les boucheries, dans les garages, ainsi de suite, pour pouvoir faire de la prévention.